Bonjour, heureux de vous retrouver dans Géopolitis. Il y a un an, Donald Trump prenait ses fonctions à la Maison-Blanche et depuis, il n'a cessé de faire le spectacle, comme il l'avait fait durant sa campagne et comme précédemment lorsqu'il jouait la star d'une émission de télé-réalité. On a tout dit de Trump, qu'il ment, qu'il est vulgaire, excessif, paresseux. Le livre Fire and Fury, qui vient de paraître, le décrit même comme un dingue qui ne s'intéresse à rien et qui sème la pagaille dans l'administration à Washington. Trump répond, il tweet évidemment, que son parcours mérite qu'on dise de lui non pas qu'il est intelligent, mais un génie, et de surcroît, un génie très équilibré. On peut détester Donald Trump, mais ce serait mentir de nier qu'une partie de l'opinion publique américaine continue de l'adorer, pour les mêmes raisons au fond que ses opposants le détestent. Géopolitis revient sur un an de règne de Donald Trump, et notamment son bras de fer avec la Corée du Nord. Le 20 janvier, c'est un président hors norme qui s'installe à la Maison-Blanche. On lui a bien sûr expliqué la complexité de l'arsenal nucléaire américain dont il détient désormais les codes de mise à feu. 3 semaines avant cette prise de fonction, le premier jour de l'an, Kim Jong-un, le dirigeant nord-coréen, s'était félicité de mettre la dernière main à des missiles qui seraient capables d'atteindre le territoire des États-Unis. Cela n'arrivera pas, avait instantanément riposté Trump dans un tweet vengeur. Bonjour Alain Frachon. Bonjour. Bienvenue dans Géopolitis, ancien correspondant de l'AFP, du journal Le Monde pendant de nombreuses années aux États-Unis. C'est l'heure de faire un premier bilan. Que diriez-vous de ces premiers 100 jours? Alors, je dirais 2 choses sur ces 100 jours. Pour la première partie, le style, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu un président aussi excentrique. On n'a jamais vu une Maison-Blanche aussi chaotique. La moitié des 4000 hauts fonctionnaires qui devraient nommer n'ont pas encore été nommés. Il gouverne à coups de Twitter. Il insulte la presse tous les jours. Et son porte-parole à la Maison-Blanche, qui fait la conférence de presse tous les jours, est souvent la risée du pays. En revanche, sur le fond, sur les grandes questions qui nous intéressent, il y a beaucoup plus de continuité que ce à quoi on pouvait s'attendre. L'OTAN n'est plus obsolète, il ne veut plus le démantèlement de l'Union européenne, il se rend compte que c'est très dur de travailler avec la Russie, avec le président Poutine. Il avait mené une campagne extraordinairement anti-chinoise. Le voilà qui considère que le président Xi Jinping, le numéro 1 chinois, est un type formidable. Bref, il a pris la mesure de la complexité du réel et il a abandonné tout un paquet de ses promesses les plus farfelues faites pendant la campagne. Et puis on est frappé par la composition du pouvoir, l'entourage, le cœur du pouvoir autour de Donald Trump, l'omniprésence des généraux. On n'a jamais eu autant de généraux en retraite dans une administration, dans un gouvernement, depuis la guerre et même peut-être depuis l'histoire politique la plus récente des États-Unis. Il y a au moins 5 généraux à des postes ministériels, tous des généraux en retraite, bien sûr. Il y en a 2 qui sont particulièrement brillants. Il y a le patron du ministère de la Défense, du Pentagone, James Mattis, général en retraite, intellectuel, historien, un homme apprécié de tout le monde, des républicains comme des démocrates. Et puis au Conseil national de sécurité, tout près de lui, à la Maison-Blanche, un autre général très brillant, McMaster. Qui assure une certaine continuité du pouvoir. C'est eux qui représentent la continuité du pouvoir. C'est eux sur lesquels on compte pour calmer un président très impulsif. Alors, est-ce que ce jeu des pouvoirs et la résistance d'une partie de l'Amérique va faire de Donald Trump un président peu à peu normal ou, selon vous, est-ce qu'il y a des risques de dérapage? Je ne crois pas, Marcel. Trump est un bon tacticien de la politique et c'est un bon tacticien des médias. C'est pas par hasard s'il gouverne à coups de tweets. Il a compris que l'environnement médiatique a changé. Il a compris que ce qui compte, c'est pas tant le New York Times ou les grands journaux télévisés, mais ce sont les médias sociaux, etc. Et il sait que son électorat aime un Trump excentrique, vulgaire, grossier, agressif, qui dézingue toutes les élites du pays. Chaque fois qu'il attaque la presse, son électorat est ravi. Ça ne le fragilise pas du tout, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il joue à fond ce jeu très démagogue des élites et du peuple, et je crois qu'il s'y tiendra. Ce qui le rend fragile, c'est son imprévisibilité. Et sur la scène internationale, il pourrait déraper? C'est là qu'on a peur. Si vous voulez, sur la scène internationale, en cas de crise, on considère que la parole du président américain à 11h du matin
eh bien, correspond à quelque chose qu'il va faire à 11 h du matin. Et on ne s'attend pas à ce qu'il change d'avis à midi ou encore plus qu'il vous surprenne par un tweet à 5 h du matin qui va aller exactement à l'opposé de la politique menée par son administration. Là non plus, nous n'aurons pas affaire à un président normal. On ne peut laisser Pyongyang développer ses capacités de frapper le territoire national, soulignait récemment le secrétaire à la Maison-Blanche, John Kelly. Et de conclure, il faut espérer que la diplomatie fonctionne. Donald Trump, lui, n'y croit pas ou fait semblant de ne pas y croire. Un tweet lâché le 9 octobre disait ceci: « Notre pays a négocié en vain avec la Corée du Nord durant 25 ans en dépensant des milliards pour ne rien obtenir. La politique ne marche pas. » Comme si le président des États-Unis voulait, en moins de 140 signes, préparer son opinion publique à la guerre. Bonjour David Sylviane. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Institut des études internationales et du développement à Genève, américain d'origine, et puis plutôt pas partisan de Donald Trump, on va le dire. Je vous pose la question que tout le monde se pose. Est-ce qu'il pourrait déclarer la guerre à la Corée du Nord? Non, je crois que non. Il n'a pas vraiment les moyens organisationnels et il est également contrecarré par pas mal de ses propres secrétaires, etc. Mais on a d'un côté Trump qui tweet et qui fait des discours, menace de détruire la Corée, puis d'un autre côté, son entourage proche qui démine le terrain en quelque sorte. C'est une situation schizophrénique. Absolument. Mais c'est inquiétant, on parle quand même de la première puissance du monde. C'est inquiétant parce qu'on ne peut jamais exclure les accidents, les hasards, quelque chose qui est complètement imprévisible. Alors, dans un même panier, Donald Trump nous a mis depuis 10 mois le retrait de l'accord de Paris sur le climat, la dénonciation de l'accord nucléaire avec l'Iran, le retrait de l'accord transpacifique, le retrait de l'UNESCO, une nouvelle amitié avec l'Arabie saoudite. Est-ce que vous voyez dans tout cela une cohérence? Non, pas vraiment. Sa seule idée, effectivement, c'est de faire tout ce qui était connecté dans son esprit avec Obama. Il veut démolir l'héritage d'Obama. Il veut défaire. Il voudrait le faire surtout sur le plan symbolique. Trump n'a pas de véritable vision. Vous avez dit qu'il est paresseux tout à l'heure. Il est complètement paresseux. Il refuse, par exemple, à lire les mémorandums qui sont plus d'une demi-page. Et il est toujours surpris à découvrir, entre guillemets, les choses que tout le monde le savait depuis des décennies et des décennies. Donc, pour quelqu'un comme cela, il n'a pas simplement la possibilité de mettre en œuvre tout ce qu'il voudrait faire. Il proclame une Amérique plus forte, America First. Est-ce qu'en réalité, il n'est pas en train d'isoler les États-Unis sur la scène internationale? Bien sûr, il isole les États-Unis et c'est tout le travail de la grande plupart de ses collaborateurs et par ailleurs la grande plupart des sénateurs dans le Sénat américain, effectivement, à voyager énormément, parler énormément avec tous les alliés américains, tous les partenaires des États-Unis pour les rassurer que restez calmes. D'une part, les choses ne vont pas changer concrètement sur le terrain et deuxièmement, il y aurait bien sûr un après-Trump. Pyongyang, le 15 avril, une cadence au millimètre. Le rituel semble immuable depuis 7 décennies. On estime à plus d'1 million le nombre de soldats nord-coréens prêts à défendre la patrie, voire attaquer l'ennemi sud-coréen. Au balcon, Kim Jong-un, digne héritier de la lignée. Bonjour Marc. Bonjour. On va bien sûr évoquer ce nouveau bras de fer entre les États-Unis et la Corée du Nord, mais vous êtes allé 3 fois en Corée du Nord. Comment expliquer cette surenchère actuelle du régime nord-coréen? Pour eux, ce n'est pas une surenchère. C'est vraiment, c'est les seuls finalement entre l'Amérique et la Corée du Nord à être clairs. Ils veulent l'arme atomique, ils le crient haut et fort. Et depuis les préparatifs jusqu'au premier essai en 2006, comme vous disiez au début du reportage, ils n'ont pas démordu de cette ligne de conduite. Donc pour eux, c'est un parapluie. Ils ne veulent pas le terminer comme l'Irak, qui n'avait pas d'armes nucléaires pour se défendre. Ils ne veulent pas non plus avoir le même destin que la Libye. Ils savent que s'ils veulent un jour tenir tête aux États-Unis, il leur faut l'arme nucléaire. Et puis en face, il y a Donald Trump, maintenant. Fini la stratégie de la patience à l'égard de la Corée du Nord.
Est-ce que les États-Unis sont directement menacés par l'arsenal nucléaire nord-coréen? Alors oui, vous avez deux choses. Vous avez la base d'Okinawa, donc au Japon. Les Américains sont à portée de missiles. Ça, ils maîtrisent déjà Quelques cette centaines de kilomètres. protection à distance. Puis vous avez Séoul, qui est à 50 km de la frontière nord-coréenne. Donc là, c'est évident que le parapluie que les Américains ont mis en place ne pourra pas tout filtrer. Donc ça peut très vite faire une escalade. Et c'est certainement la raison pour laquelle même Trump, s'il est imprévisible, reste extrêmement prudent. Qu'est-ce qu'on voit en arrivant à Pyongyang, la capitale? Alors, c'est une capitale qui fait fantasmer énormément. Hein. Tout journaliste qui débarque s'attend à voir des femmes policières qui règlent une circulation inexistante. Et puis, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, il y a des voitures, il y a du trafic, il y a des bouchons aux heures de pointe. Donc ça, c'est surprenant. Autre chose qui surprend, c'est toute la construction, les gratte-ciel. On est presque à Dubaï. On se dit, mais d'où vient la propagande? Est-ce qu'elle est occidentale ou est-ce qu'elle est dans le régime? On nous montre que ce qu'on veut bien nous montrer. Il y a des pizzerias, il y a des bars. Bien sûr, on n'est pas dans du Manhattan. Il y a une jeunesse avec des téléphones portables. Il y a une jeunesse. Aujourd'hui, on a 3 millions de téléphones portables en Corée du Nord. Alors, ils communiquent qu'avec l'intérieur du pays, hein, c'est important de le préciser. Pareil pour Internet, hein, c'est limité Absolument, au pays. c'est limité. Et puis pour les étrangers, c'est le phénomène inverse. Ça veut dire que vous avez le droit d'avoir un téléphone portable, mais ils communiquent qu'avec l'étranger. Donc tout est bien sûr contrôlé, mais il y a un développement économique pardon, qu'on ne peut pas nier. Donc ce pays n'est pas à genoux, le régime n'est pas à genoux. Non, il n'est pas à genoux. Il était à genoux pendant la famine, donc dans les années 90. Là, il y a eu vraiment un risque. Il y a eu énormément de gens qui sont morts, environ 2 millions de personnes. Et puis, il y a eu un risque de soulèvement de la population. Et là, le gouvernement n'a pas eu le choix. Il a dû ouvrir les vannes économiques. Et c'est de là qu'est né finalement cet embryon d'économie de marché. Il l'appelle l'économie à la sauce nord-coréenne, mais c'est réellement une économie de marché. Et puis, elle a pris de l'ampleur parce que le pays était à court de devises. Ils avaient besoin aussi de revenus. Il y a très peu de matières premières dans le pays. Donc, ils avaient besoin à la fois des devises et puis de pouvoir taxer quelque chose. Et ce qui marche bien en ce moment, c'est le commerce avec la Chine, avec d'autres pays. Alors justement, comment il se finance, le régime nord-coréen? Il a très peu, hein, comme je disais, il a très peu de matières premières. Vous avez du charbon, vous avez du ginseng. Vendu pour l'essentiel à la Chine. Exactement. Puis ça, c'est des armes vendues à quelques pays comme la Syrie, quelques pays africains, on le sait. Hein. On pense. Parce que personnellement, je n'ai pas vu les preuves, mais c'est effectivement ce qu'on suppute. Non, l'argent vient principalement de ce commerce. Donc, on taxe ces entrepreneurs nord-coréens. Si vous arrivez à l'aéroport, par exemple, vous avez beaucoup de personnes qui arrivent avec des téléviseurs sous le bras. Ça paraît fou. Et ils passent la douane sans aucun problème. À la frontière, vous avez aussi beaucoup de petits échanges qui se font. À la frontière avec la Chine. Hein. Avec la Chine, oui. Donc, c'est des visas qui sont accordés par le gouvernement. Donc, c'est une économie qui est tolérée, qui est encouragée justement pour ramener ces devises. Et ça ne correspond pas du tout à l'image qu'on a, nous, de la Corée du Nord, qui est complètement fermée. Bonjour Dominique de Villepin, Bonjour. Merci de nous recevoir à Paris. C'est un plaisir. Vous dites qu'il faut faire de la politique, il faudra en faire en Corée, bien sûr. Jusqu'à maintenant, c'est la guerre des mots, risque de guerre tout court. Oui, parce que incertitude de part et d'autre, si je puis dire, incertitude du côté américain, avec un président américain qui multiplie les déclarations, qui multiplie des avertissements sans suite, parler du feu et de la fureur, à quoi ça sert? Il vous inquiète, Donald Trump? Il y a, oui, un élément d'incertitude dans les paroles et dans la politique menée par ce nouveau président américain, et évidemment aussi dans la situation de la Corée du Nord, mais qui poursuit un dessein malheureusement tout à fait cohérent et tout à fait rationnel. La Corée du Nord a eu une obsession, c'est sanctuariser son régime et sanctuariser son territoire. Et l'inquiétude, c'est que la Corée du Nord soit capable de transporter à travers ses missiles balistiques un engin nucléaire, ce qui évidemment rendrait encore plus dangereux cette bombe de la Corée du Nord. Alors quelle est la solution? On peut multiplier, comme on l'a fait, les sanctions. Nous sommes au 7e régime de sanctions. Et à chaque fois, montant d'un cran. Aujourd'hui, le domaine qui reste, c'est le domaine pétrolier. Et c'est la Chine de jouer son rôle. C'est une question qui se pose aujourd'hui à la Chine. Mais est-ce que cela sera suffisant compte tenu de ce qu'on sait déjà de la capacité de la Corée du Nord? Est-ce que nous n'avons pas franchi un seuil qui nous oblige à reconsidérer l'approche vis-à-vis de la Corée du Nord? Je pense pour ma part que, certes, on peut maintenir un régime de sanctions fort, mais ce régime de sanctions, il a un effet contre-productif. C'est qu'il resserre la relation entre les dirigeants nord-coréens et leur peuple. Il maintient sous tension le régime nord-coréen sans pour autant l'obliger à écouter et à s'ouvrir. Au contraire, il poursuit dans la voie de son obsession. Donc la réponse, à mon sens, elle est diplomatique. Et pour ce faire, il y a un point de départ, qui est d'ailleurs une proposition que font les Chinois et que font les Russes.
c'est l'idée du double moratoire, l'idée d'un double gel. D'un côté, les États-Unis accepteraient de geler les manœuvres militaires qu'ils font à intervalles réguliers avec la Corée du Sud. Donc massive, de limiter donc la pression qui fait peur aujourd'hui à cette Corée du Nord. Et de l'autre côté, la Corée du Nord accepterait de rentrer dans un cycle de négociations pour limiter la capacité nucléaire de la Corée du Nord à travers un système de contrôle qui est ce que nous avons fait avec d'autres États, et notamment l'Iran.